Et si je vous disais qu'une simple jalousie peut détruire une vie et réveiller une force que même la mort ne peut arrêter? Aujourd'hui, sur Storydrum, je vais vous raconter une histoire qui commence dans un village paisible, mais qui finit par secouer un royaume entier. Une histoire de beauté, d'innocence, de trahison et de justice venue d'au-delà. Dans un petit village tranquille vivait une jeune fille nommée Mireille. Elle n'était pas seulement belle. Elle était respectueuse, disciplinée et surtout profondément attachée à sa mère. Fille unique, elle avait grandi sans père. Sa mère l'avait élevée seule, avec courage, avec dignité, avec sacrifice. Depuis l'enfance, Mireille attirait les regards. Et plus elle grandissait, plus ses regards devenaient insistants. Déjà au collège, des hommes se présentaient pour demander sa main. Oui, vous avez bien entendu. Alors qu'elle était encore élève, certains parlaient déjà de mariage. Mais sa mère était ferme. « Ma fille doit d'abord finir ses études. Elle ira à l'université. Le mariage viendra après. » Toujours la même réponse, toujours le même ton calme. Pourtant, les prétendants ne renonçaient pas. Chaque matin sur le chemin de l'école, Mireille était arrêtée. On lui parlait d'amour. On lui promettait une vie facile. Certains prétendaient vouloir seulement être ses amis. Mais elle restait constante, polie, respectueuse, mais déterminée. « Je suis désolée, je ne veux pas me marier maintenant. Je veux étudier, je veux travailler, je veux prendre soin de ma mère. Quand le moment sera venu, je serai prête. » Elle ne se moquait de personne, elle ne rabaissait personne. Elle refusait, mais avec dignité. Et ça, sa mère en était fière. Pas seulement pour sa beauté, mais pour sa maturité, pour sa discipline, pour cette force intérieure qui brillait plus que son visage. Le soir, après l'école, elle s'asseyait souvent sous le vieux manguier de la cour. Mireille triait les haricots pendant que sa mère racontait des souvenirs. Le vent faisait frémir les feuilles. C'étaient des instants simples, mais précieux. Un soir, les yeux humides, Mireille prit la main de sa mère. « Maman, j'ai hâte de gagner de l'argent pour m'occuper de toi. Tu t'es battue pour moi depuis la mort de papa. Tu ne m'as jamais abandonnée. Je te promets que je te rendrai fière. » Sa mère posa doucement la main sur son épaule. « Ma fille, c'est tout ce que je demande à Dieu. Que tu réussisses. Que je récolte les fruits de ce que j'ai semé. Te voir t'élever sera ma plus grande joie. » Ces mots devinrent l'encre de Mireille. Quand les journées étaient longues, quand les livres semblaient trop lourds, quand la tentation de tout abandonner se présentait. Elle étudiait tard, sous la lumière fragile d'une lampe à pétrole. Le matin, avant même de partir à l'école, elle aidait sa mère dans les tâches de la maison. Les prétendants continuaient d'affluer, plus nombreux, plus insistants, mais elle ne pliait pas. Son rêve était plus grand qu'un mariage précipité. Elle voyait plus loin. Elle voulait bâtir quelque chose, pour elle, pour sa mère. Mais dans l'ombre, quelque chose commençait à changer. Certaines filles du village observaient. Chaque jour, un nouveau prétendant frappait à sa porte. Certaines murmuraient « Pourquoi toujours elle? Pourquoi tous les hommes la veulent ?» Même Clarisse, sa meilleure amie, commença à ressentir une amertume silencieuse. En public, elle disait encore « Mireille est ma meilleure amie », mais dans son cœur, une autre voix murmurait « Pourquoi elle et pas moi ?» Les garçons du village, eux aussi, changeaient. À force d'être rejetés, leur admiration se transforma en frustration. Leur orgueil blessé devenait rancune. Un après-midi, Clarisse passe près d'un groupe de jeunes hommes assis sous un arbre. Elle entendit leurs paroles, pleines d'aigreur. « Elle nous a humiliés. Elle se croit au-dessus de nous. On dirait qu'aucun homme ici n'est assez bien pour elle. » Puis une phrase tomba. Si seulement on pouvait lui donner une leçon. Clarisse s'arrêta, et au lieu d'être choquée, elle sourit. Elle s'approcha lentement. « Je sais comment lui donner une leçon. » Les garçons levèrent les yeux. Elle continua d'une voix basse.
Vous savez que voler est un crime grave ici, surtout quand il s'agit d'un bien appartenant au roi. » Ils acquiescèrent. Alors faisons croire que Mireille a volé quelque chose dans la ferme royale. Un silence. « Ça ne marchera pas, dit l'un d'eux. Elle est trop intelligente. Elle ne ferait jamais ça. » Clarisse sourit. « Laissez-moi faire. Elle me fait confiance. Elle croit encore que je suis son amie. » Ce soir-là, Clarisse ne dormit pas. L'envie l'empêchait de fermer les yeux. Au matin, elle se regarda dans le miroir. Aujourd'hui, tout va changer. Elle prit un panier et se rendit chez Mireille. Comme toujours, Mireille balayait la cour avec grâce. « Bonjour ma belle amie. Bonjour Clarisse. Tu es venue tôt, tout va bien ? Oui, j'ai juste besoin d'un petit service. » Elle expliqua qu'une connaissance travaillant au palais devait récolter du maïs dans la ferme royale et avait besoin d'aide. Mireille hésita. Personne n'entre dans la ferme du roi sans autorisation. Clarisse répondit avec assurance. Le roi est au courant. Il a donné son accord. Après une courte hésitation, Mireille accepta. Et sans le savoir, elle marchait droit vers le piège. Le soleil était déjà haut quand elles quittèrent le village. Je veux que vous imaginiez la scène. 2 jeunes femmes marchant côte à côte. L'une confiante, innocente, l'autre silencieuse, calculatrice. Le vent soulevait la poussière du chemin, comme si même la terre savait que quelque chose d'injuste allait se produire. La ferme royale se trouvait à l'écart du village, protégée par de hautes clôtures en bois et surveillée par des gardes fidèles au roi. C'était un lieu sacré, intouchable. Personne n'y entrait sans autorisation officielle. Mireille ralentit. « Clarisse, tu es certaine que nous avons la permission ?» Clarisse ne vacilla pas. « Je te l'ai dit, tout est arrangé. Fais-moi confiance. » Et c'est là, mes amis, que tout bascule souvent dans la vie. Pas à cause d'un ennemi déclaré, mais à cause d'une confiance mal placée. À l'entrée, un des jeunes hommes complices les attendait déjà. Il jouait son rôle à la perfection. « Ah, vous voilà. Nous devons récolter rapidement avant midi. » Mireille observa les alentours. Elle ne voyait aucun responsable officiel, aucun document, aucune signature. Mais Clarisse posa une main rassurante sur son bras. « Ne t'inquiète pas, on nous attend. » Elles pénétrèrent dans le champ. Le maïs était haut, doré, prêt à être cueilli. Mireille se mit au travail avec sérieux. Elle ne faisait rien à moitié. Chaque geste était appliqué, chaque épi soigneusement déposé dans le panier. Pendant ce temps, sans qu'elle ne le voie, l'un des garçons glissa discrètement un petit sac dans son propre panier. Un sac contenant des pièces et un bijou appartenant au trésor royal. Le piège venait de se refermer. Quelques minutes plus tard, des cris retentirent. « Arrêtez-les !» Des gardes surgirent de derrière la grange. Mireille sursauta, le cœur battant. « Que se passe-t-il » Un garde renversa brutalement son panier. Le petit sac tomba au sol. Le silence devint glacial. Le garde ouvrit le sac, examina le contenu, puis leva un regard sévère. « Vous avez osé voler la propriété du roi !» Mireille devint pâle. « Quoi ? Non, je n'ai rien pris. Je ne comprends pas. » Clarisse recula lentement, feignant la surprise. « Mireille, comment as-tu pu ?» Ces mots étaient comme un coup de couteau. « Clarisse, tu sais que je n'ai rien fait. Dis-leur. » Mais Clarisse baissa les yeux. « Je ne savais pas que tu préparais ça. » Les gardes ne laissèrent aucune place à l'explication. Dans ce royaume, voler le roi était un crime sévèrement puni. La sentence était publique, exemplaire. Mireille fut ligotée sous les regards choqués des ouvriers. Elle pleurait, pas seulement de peur, mais d'incompréhension. « Je suis innocente, je vous en supplie, écoutez-moi. » Personne n'écouta. Elle fut conduite au village, menottée, exposée comme une criminelle. Les murmures se répandirent plus vite que le vent. « Tu as entendu ? Mireille a volé le roi. » Je le savais, trop parfaite pour être honnête.
Sa mère sortit en courant lorsqu'elle vit la foule. « Mireille, ma fille !» Elle tenta de s'approcher, mais un garde la repoussa. « Elle sera jugée cet après-midi. » La mère tomba à genoux. « Ma fille ne ferait jamais ça. Elle a été élevée avec des valeurs. Elle ne ment pas, elle ne vole pas. » Mais la machine était lancée. Le jugement fut rapide, trop rapide. On présenta le sac trouvé dans son panier. On rappela la gravité du crime. On ignora ses larmes. On ignora ses supplications. Et la sentence tomba. Exécution publique à l'aube. Je veux que vous ressentiez ce moment. Imaginez une mère entendant que l'unique enfant pour laquelle elle a sacrifié sa vie sera exécuté pour un crime qu'elle n'a pas commis. Cette nuit-là, Mireille fut enfermée dans une cellule froide. Sa mère obtint la permission de lui rendre visite. Quand elle entra, elle trouva sa fille assise contre le mur, les yeux rouges, mais étrangement calme. « Maman !» Sa mère l'enlaça à travers les barreaux. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Je te le jure, je n'ai rien volé. » Sa mère ne doutait pas une seconde. « Je sais que tu es innocente. » Mireille inspira profondément. « Maman, si demain je ne suis plus là, ne laisse pas la haine te détruire. » Les larmes coulaient sur leur visage. « Tu m'as appris la dignité. Tu m'as appris l'honnêteté. Même si je meurs, je veux rester fidèle à ce que tu m'as transmis. » À l'aube, la place du village était pleine. Certains venaient par curiosité, d'autres par rancune, d'autres encore par simple spectacle. Clarisse était là aussi, silencieuse, les yeux fixés sur le sol. Mireille fut amenée, les mains liées. Elle ne cria pas, elle ne se débattit pas. Elle leva les yeux vers le ciel. « Je suis innocente. Que Dieu soit témoin. » Puis, la sentence fut exécutée. Un silence lourd tomba sur la foule. Sa mère s'effondra. Le vent souffla plus fort que d'habitude ce matin-là, comme si la nature elle-même refusait ce qui venait de se produire. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, parce que parfois, quand l'injustice est trop grande, la terre refuse de garder le silence. Ce qui s'est passé après, personne dans le village ne pourra jamais l'oublier. Le lendemain de l'exécution, le ciel était d'un gris inhabituel. Pas une pluie normale, pas un simple vent, non. Une atmosphère lourde, oppressante, comme si l'air lui-même portait le poids de l'injustice. La mère de Mireille ne quitta pas la place où sa fille avait perdu la vie. Toute la nuit, elle resta là, assise sur la terre encore marquée par le drame. Elle ne criait plus, elle ne pleurait plus. Elle murmurait. Ma fille était innocente, encore et encore. Certains villageois commencèrent à ressentir un malaise. Les rumeurs circulaient déjà. C'était étrange. Elle avait l'air sincère. Elle n'a jamais eu de problème. Pourquoi aurait-elle volé? Mais la peur empêchait les langues de se délier. Accuser le système, c'était risquer le même sort. Clarisse, elle, ne trouvait plus le sommeil. La nuit, elle revoyait le regard de Mireille au moment où elle l'avait supplié de dire la vérité. « Clarisse, tu sais que je n'ai rien fait. » Ces mots tournaient dans sa tête comme un tambour incessant. 3e nuit après l'exécution. Un cri déchira le silence du village. Un des jeunes hommes impliqués dans le complot fut retrouvé au sol, inconscient, près de la ferme royale. À son réveil, il tremblait. Elle était là. Qui? Mireille. Le village éclata de rire au début. On parla d'hallucination, de culpabilité. Mais la même chose arriva au 2e complice, puis au 3e. Tous racontaient la même chose. Une silhouette blanche, un regard calme, une voix qui disait « Pourquoi ?» Pas un cri, pas une menace, juste cette question. Pourquoi?
Clarisse commença à paniquer. Elle évitait les regards. Elle ne sortait presque plus. Une nuit, elle entendit frapper à sa porte. 3 coups, lents, réguliers. Elle resta immobile. Encore 3 coups. Clarisse? La voix était douce, trop douce. Elle s'approcha de la porte, le cœur battant. « Qui est là ?» Silence, puis un murmure. « Pourquoi ?» Elle recula brusquement. « Ce n'est pas possible, tu es morte. » La porte s'ouvrit lentement sous la pression du vent. Personne, mais une sensation glaciale envahit la pièce. Le lendemain, Clarisse courut chez la mère de Mireille. Elle tomba à genoux devant elle. « Pardonne-moi, c'était moi, c'était moi. » La mère la regarda, les yeux vides. « Je le savais. » Clarisse pleurait sans retenue. « Je les ai convaincus. Je voulais qu'elle soit humiliée. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je ne pensais pas qu'il la tuerait. » La mère se leva lentement. « L'envie est un feu. Quand tu l'allumes, tu ne contrôles plus l'incendie. » Clarisse tremblait. « Elle vient me voir chaque nuit. » La mère répondit calmement. « Alors dis la vérité, devant tout le monde. » Le jour suivant, la place du village se remplit à nouveau. Clarisse avança au centre. Les complices étaient là aussi, pâles, effrayés. Elle parla. Elle raconta tout, le plan, le sac, le mensonge, le faux témoignage, le silence. Un silence encore plus lourd que celui de l'exécution tomba sur la foule. Le roi fut informé immédiatement. Il convoqua une audience exceptionnelle. Quand les preuves furent examinées, la vérité éclata. Mireille était innocente. Le roi entra dans une colère terrible. « Vous avez manipulé la justice, vous avez provoqué la mort d'une innocente. » La sentence fut prononcée. Les complices furent condamnés sévèrement. Clarisse, elle, reçut une peine publique et l'exil définitif du royaume. Mais aucune punition ne pouvait rendre Mireille à sa mère. Le roi ordonna qu'un monument soit érigé en son honneur. Sur la pierre, on grava « À Mireille, victime de l'envie et du mensonge ». Que sa mémoire rappelle à tous que la vérité finit toujours par se lever. La mère de Mireille se rendait chaque semaine devant ce monument. Elle ne pleurait plus. Elle parlait à sa fille. « Ta lumière n'a pas été éteinte. Elle a révélé l'obscurité des autres. » Et peu à peu, les apparitions cessèrent. Les nuits redevinrent calmes. Le vent retrouva son rythme normal. Comme si la justice, enfin, avait apaisé ce qui devait l'être. Mais moi, en vous racontant cette histoire aujourd'hui, je vous pose la même question que celle qui a hanté les coupables. Pourquoi ? Pourquoi laisser l'envie prendre racine ? Pourquoi transformer l'admiration en haine ? Pourquoi détruire ce qu'on pourrait simplement respecter ? Parce que parfois, mes amis, le vrai danger ne vient pas des ennemis déclarés. Il vient des cœurs incapables d'accepter la lumière des autres. Il y a des histoires qui disparaissent avec le temps, et puis il y a celles qui deviennent des avertissements. Des années passèrent dans le village, les saisons changèrent, les enfants grandirent, les champs furent replantés, la vie, en apparence, reprit son cours normal. Mais le nom de Mireille ne fut jamais effacé. Chaque nouveau parent racontait son histoire à ses enfants. Chaque enseignant la citait lorsqu'il parlait de justice. Chaque jeune fille qui rêvait d'étudier trouvait dans sa mémoire une force silencieuse. Le monument érigé par le roi ne devint pas seulement une pierre commémorative, il devint un symbole. Un symbole contre l'envie, un symbole contre la précipitation des jugements, un symbole contre la lâcheté collective. Car oui, et je veux que vous m'écoutiez bien ici, Mireille n'est pas morte uniquement à cause de Clarisse. Elle est morte à cause du silence. À cause des regards détournés, à cause de ceux qui doutaient, mais n'ont rien dit, à cause de ceux qui ont préféré le spectacle à la vérité. Et ça, c'est une leçon qui dépasse ce village.
Parce que combien de fois aujourd'hui voyons-nous quelqu'un être accusé, humilié, condamné, sans chercher à comprendre? Combien de fois participons-nous, même sans le vouloir, à l'injustice? La mère de Mireille, elle, continua de vivre avec dignité. Elle transforma sa douleur en action. Elle commença à accueillir chez elle des jeunes filles du village pour les encourager à poursuivre leurs études. « Ne laissez personne vous faire croire que votre lumière est un crime », leur répétait-elle. Sa maison devint un refuge. Un lieu où l'on parlait d'ambition sans honte. Un lieu où l'on apprenait que la réussite des autres n'est pas une menace, mais une inspiration. Quant au roi, profondément marqué par cette erreur judiciaire, il changea certaines lois. Désormais, aucune condamnation grave ne pouvait être prononcée sans enquête approfondie et témoignages multiples vérifiés. Il avait compris trop tard, mais il avait compris. Et Clarisse, l'exil fut plus dur que n'importe quelle prison. Vivre loin de tout, porter le poids de sa propre conscience, comprendre que tout était parti d'un simple poison, la comparaison. Elle avait comparé sa vie à celle de Mireille. Elle avait laissé grandir une petite frustration, puis une jalousie, puis une rancœur, puis une décision. Et cette décision avait coûté une vie. Mes amis, les grandes tragédies commencent rarement par de grands crimes. Elles commencent par de petites pensées que l'on ne corrige pas. L'histoire de Mireille nous rappelle une chose essentielle. La beauté n'est pas un crime. La réussite n'est pas une provocation. L'ambition n'est pas une trahison. Ce qui détruit, c'est l'incapacité à accepter que quelqu'un puisse briller différemment. Et si aujourd'hui cette histoire vous touche, ce n'est pas par hasard. Peut-être que vous avez déjà été Mireille, accusée injustement, mal jugée, enviée pour des choses que vous avez construites avec effort. Ou peut-être, et je le dis sans jugement, que vous avez déjà été Clarisse, comparant votre chemin à celui d'un autre. La vraie force, ce n'est pas de ne jamais ressentir la jalousie. La vraie force, c'est de la reconnaître et de la transformer avant qu'elle ne vous transforme. Aujourd'hui, en tant que présentateur de Story Drum, je ne vous raconte pas cette histoire juste pour vous émouvoir. Je vous la raconte pour qu'elle vive en vous, pour que la prochaine fois que vous verrez quelqu'un réussir, vous choisissiez l'admiration au lieu de l'envie. Pour que la prochaine fois que vous entendrez une accusation, vous choisissiez la prudence au lieu du jugement rapide. Parce que la vérité finit toujours par se lever. Mais parfois, elle arrive trop tard. Si cette histoire vous a marqué, dites-le moi en commentaire. Selon vous, qui est le plus responsable dans cette tragédie? Clarisse? Les complices? Le roi? Ou le silence collectif? Laissez un like pour soutenir Story Drum et permettre à ces histoires de toucher encore plus de personnes. Abonnez-vous à la chaîne si vous croyez, comme moi, que chaque récit porte une leçon. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ici, sur Story Drum, nous ne racontons pas seulement des histoires. Nous révélons des vérités. À très bientôt pour une nouvelle histoire.